Entretien au Très Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. On fait un clin d'œil à un mouvement qui a grandement influencé l'agriculture de la région, les coopératives agricoles, avec un conseiller technique de Nutrinor, M. Gilles Asselin. Bonjour. Donc, cette semaine, on discute avec M. Gilles Asselin. Bonjour. Bonjour, François. Maintenant, Gilles Asselin chez Nutrinor, c'est ça. Il ne faut pas se C'est mêler, ça, on est c'est habitué. ça, hein. Gilles, on l'associe avec la coop des Deux-Rives souvent, mais là, Oui. c'est Nutrinor depuis Oui. quelques années déjà. Autour de 2019, je dirais. Oui, à peu près. Hein? 2019-2017. Le temps passe tellement vite qu'on oublie les années des fois. Non? C'est clair. On va revenir dans les détails là. La question qu'on pose à tous nos participants d'entrée de jeu pour faire un lien avec notre site, le balado Très Carré. Qu'est-ce qu'un Très Carré? C'est un mot que tu dois avoir entendu tout le long de... Oui, c'est sûr que c'est un mot que j'ai déjà entendu, mais de là à sortir vraiment la signification. Mais je dirais que c'est la limite entre deux terres, entre deux voisins. Fait que normalement, à l'époque, les producteurs faisaient de la clôture ou ils se croisaient au Très Carré à la limite de leurs deux terres, puis c'est là qu'ils pouvaient caser. Fait que j'imagine de là le titre de l'émission. Oui, c'est un peu ça. Hein? C'est bon, c'est bon. Fait que Gilles Asselin, avant de commencer, peut-être un petit historique de qui est Gilles Asselin. Oui, moi, je suis un bleuet d'adoption. C'est depuis 1987 que je suis en région. Je dis souvent à la blague qu'un printemps, j'ai suivi les outardes qui s'en revenaient au lac. Puis de là, je dois avouer que j'ai été un grand amoureux de la chasse pendant plusieurs années. Je le suis encore, mais disons que maintenant, c'est plus contrôlé, là. Mais c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans. C'est M. Normand Vallouet qui était venu me chercher à la Pocatière en 1987. Fait que j'ai sorti des études, puis tout de suite, je me suis envenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai eu la chance de tomber au rang 4 de Normandin dans la famille Bouliane, Madame Germain Bouliane. Puis, écoutez, là, j'ai connu pas mal tout le monde au rang 4. Germain Trottier qui m'a vu faire mes premières frasques au niveau de la chasse, entre autres, là, que j'ai toujours trouvé qu'il avait été très tolérant envers moi, non? Puis, c'est ça. Mais, puis, dès mon arrivée avec Madame Bouliane, c'était vraiment ma première, deuxième mère au lac, là. C'est vraiment bien occupé de moi. Puis, la famille, c'est un gîte à ce moment-là. Puis, il y avait plein de monde qui passait. Fait que l'alimentation était quand même assez facile. Là. Fait que à la Pocatière, la formation de... C'est en zootechnie OK. que j'étais, mais zootechnie, production plus animale, mais évidemment, on faisait autant de végétal que de l'animal. Là. OK. Et c'était vraiment dans le but de devenir conseiller au niveau des producteurs agricoles. Là. OK. Puis, tu es originaire de... Saint-Gervais-de-Bellechasse. OK. Fait que Saint-Gervais. C'est sur la Rive-Sud, c'est à peu près à la hauteur de Lévis. Je dirais environ une vingtaine de minutes du port de Québec. Là. Originaire d'un milieu agricole ou... Oui, mon père était agriculteur. Mon frère a pris la relève. Mais comme j'avais certaines dispositions peut-être un petit peu plus, je pensais au loisir, soit à la chasse, soit au golf. Je suis capable de donner des bonnes bourrées à l'ouvrage, mais j'aime bien avoir aussi des moments où je peux avoir du plaisir. Puis c'est ça qui m'a emmené je suis issu d'une famille de 8 enfants. OK. Je suis le dernier de la famille de 8. J'ai 6 sœurs, un autre frère qui avait pris la relève à ce moment-là. Il est 7 ans plus vieux que moi. Puis c'est ça. Moi, j'ai toujours su que je ne serais pas destiné à prendre la relève à la ferme, mais j'ai toujours voulu quand même travailler dans le domaine agricole. Là. OK. Fait que 87, la fin des études... Oui. Directement à Normandin? Directement à Normandin. C'est ça. J'ai occupé divers postes. Dans le temps, c'était la coop de Normandin qui, au tournant des années 96, a fusionné avec la coop Saint-Prime. C'est devenu à ce moment-là la coop des Deux-Rives. Puis, de là, les années ont passé. Puis, vers 2017-2019, là, il y a eu une fusion avec Nutrinor, là, qui nous a permis de s'associer vraiment avec une belle coopérative régionale, là, avec
des outils supplémentaires. C'est sûr que le chiffre d'affaires est vraiment différent entre Nutrinor et ce que la Coop de Rives était à l'époque, puis des moyens au niveau ressources humaines beaucoup plus importants. OK. Puis, exactement, qu'est-ce que tu fais à la coopérative? C'est comme conseiller? Conseiller technique, écoute, c'est sûr qu'au niveau, entre autres, je m'occupe beaucoup au niveau du plan de fertilisation, des recommandations au niveau de la fertilisation. Puis, bon, dans le secteur, il y a l'arroseuse là, que plusieurs ont pu voir passer. Bon, ben, on essaie de détecter les champs de mauvaises herbes en validant les champs qui valent la peine d'être arrosés, que les infestations sont suffisantes. Donner ainsi, protéger les cultures, puis maximiser la rentabilité des cultures, toujours avec le respect le plus possible de l'environnement. Puis ça, en tout cas, c'est une chose qui me tient à cœur, parce que souvent, quand c'est les agriculteurs qui le font, au niveau protection, ils vont peut-être pas... ils ne se protègent pas suffisamment par rapport aux produits qui sont utilisés. Mais en étant plus spécialisé là-dedans, ça nous permet de s'upgrader par rapport à ça, puis vraiment d'éloigner le plus possible les producteurs d'utilisation directe des produits. Là. Puis aussi, ben, écoutez, les suivis au champ, les céréales. Au courant de ma carrière, ben, j'ai transigé des grains. Fait que l'importance économique, pour moi, le point numéro 1, c'est de réussir à faire de l'argent aux producteurs agricoles. C'est ce qui m'anime le plus dans le travail. Puis c'est sûr qu'on est, dans le monde agricole, on est toujours à l'extérieur. Il y a des années, peu importe les recommandations qu'on fera, ça ne virera pas nécessairement du bon bord. Mais sauf que je retire une fierté quand je fais une recommandation, puis ça permet au producteur d'augmenter sa rentabilité. C'est sûr que de l'extérieur, on peut être vu comme des vendeurs mais si le gars ne fait pas d'argent, on ne fait pas notre job. Ouais. Si le gars fait de l'argent, ben on est là où on doit être. Sinon, on ne reviendra pas, puis il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de gagnant. Fait que depuis 87, tu as quand même dû voir l'évolution des services techniques. Tu sais, au début, ça ne devait pas être la même réception qu'aujourd'hui. Non, c'est sûr qu'il y a, je te dirais, entre autres, l'agriculture de précision qui s'en vient de plus en plus. Puis on voit les normes environnementales là, qui augmentent. Puis écoute, entre autres, c'est vrai, mais hier, j'étais à une journée bleuet, puis on voit vraiment que l'aspect environnemental est un facteur à tenir compte dans nos recommandations. Puis on voit vraiment, c'était impressionnant de voir, si je prends juste un petit bout de la conférence, c'est de 10 000 ans à aujourd'hui, il y a eu une variation de température, jusqu'à 1980, une variation de 0,5 degrés. Puis ils s'attendent que de 1980 à 2050, qu'on en gagne 4,5 à 5 degrés. C'est majeur. Fait que c'est ça. De là-dedans, ben, Nutrinor, c'est vraiment implanté au niveau du développement durable. Puis c'est un chef de file, puis même nous autres là-dedans, il faut apprendre. Là. Mais on voit vraiment que c'est la voie à suivre là, pour le futur, là, pour essayer d'amenuiser le plus possible les impacts que peuvent causer les changements climatiques. Puis on est dedans. Là, puis je salue M. Claude Villeneuve. Il nous a fait une présentation que je calcule exceptionnelle hier, d'avoir la chance d'avoir des conférenciers comme ça dans la région. Là, c'est spécial. Mais c'est ça. Écoute, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup plus de paperasse, beaucoup plus de suivi. Ça amène ses plus puis ses moins, mais écoutez, c'est ça. La jeunesse a plus de facilité au niveau de l'électronique. Ça, il faut toujours que je fasse un effort un peu de ce côté-là. Mais une fois que je suis acclimaté, ben, je me rends compte que la plupart du temps, ça permet de faire le travail encore plus facilement. Là. Bien, je dois avouer que ça m'arrive d'avoir des résistances. on en a toutes. On en a toutes. Puis, fait que 87, ça fait 36 ans, si je compte bien à peu près? 35-36 ans? Oui, ça fait 36 ans. Ça va faire 36 ans au 12 mai. OK.
Fait que 87. tu as quand même dû voir énormément, beaucoup de changements dans Oh oui, les c'est sûr différents qu'il types. y a une grosse concentration au niveau des producteurs. 87, là, juste donner un portrait, la culture de grains au Lac-Saint-Jean, C'était de l'avoine, puis la bagarre avec l'ergot. Ah Il y ouais. avait que M. Denis Pajot a fini, je dirais même par gagner en trouvant, grâce à la ferme expérimentale de Normandin, M. Denis Pajot était chercheur là pendant plusieurs années, puis il a trouvé que le bord était un élément important parce que les premières années que j'étais là, pratiquement la moitié des récoltes d'or étaient jetées, puis parce qu'il y avait trop d'ergot, puis c'était un aliment qui était toxique pour les animaux. OK. Puis du blé, il s'en faisait pas beaucoup. C'était de l'avoine, puis je me souviens dans le temps, le prix de l'avoine, c'était autour de 80$ la tonne. L'an dernier, on était chanceux, on a vu des plateaux jusqu'à au-delà des 500$ la tonne. Cette année, disons, c'est revenu plus au niveau de 300, mais c'est sûr que beaucoup plus de... Le canola a commencé avec M. Jules Bossani qui en faisait beaucoup de promotions autour de 96-97, je OK. dirais, non? Qui s'est mis à s'en faire plus. Mais maintenant, c'est une des cultures qui drive le plus au niveau économique pour apporter un bon revenu aux agriculteurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de variations là-dedans. Puis le développement du bleuet aussi, qui a été énorme. Je me souviens que les premières années, ça ne représentait pas nécessairement une grosse partie du chiffre d'affaires au tournant de 87. Mais maintenant, l'industrie du bleuet est une industrie importante. Oh, oui, je dirais, dans les productions végétales, c'est au moins 20 à 30 de notre chiffre d'affaires. OK. Puis c'est une belle économie pour la région. Là, au début, je pense que avant ces années-là, c'est surtout ce qui sortait de la forêt qui était... Qui amenait du revenu aux familles. Ouais. Les familles partaient avec les enfants, puis ils récoltaient des bleuets. Mais maintenant, il y a une très belle industrie. Puis c'est rajouter des congéleries qui permettent aux agriculteurs de donner plus de souplesse au niveau de la récolte. Puis on a vécu dans les dernières années des années quand même avec des bons prix. L'an dernier, une très bonne récolte. Il avait un très bon prix, mais une moins bonne récolte. Mais non, le bleuet, c'est la région a toujours été reconnue pour ça, mais plus ça va, plus ça prend de l'ampleur. C'est vraiment la diversité de toutes ces cultures-là qui... Ça veut dire que c'est des nouvelles techniques, puis c'est plus... Ça demande peut-être à plus de connaissances. Là. Parce que si on revient un peu d'un début, avant 96, principalement, le grain, c'était surtout pour les entreprises laitières pour nourrir les animaux. Oui, mais à l'époque, il se faisait beaucoup de moulées. Il n'y avait pas... Les grains à la ferme commençaient. Maintenant, pour moi, avant 97, 80% des aliments qui étaient fournis aux animaux, c'était une moulée commerciale qui était vendue aux producteurs. Puis depuis ce temps-là, je dirais maintenant, ça doit être plus 80% que c'est des grains qui sont récoltés, produits à la ferme, qui sont donnés aux animaux à la ferme, puis il reste peut-être un 20% d'aliments complets qui est fait. Là, aujourd'hui, on en voit de plus en plus des fermes qui sont pratiquement juste de la culture de grains ou la grande culture. Quand est-ce qu'on a commencé à voir ça apparaître en même temps que le canola? Les grandes cultures, écoute, il y en a toujours eu. Je me souviens quand je suis arrivé, une des premières fermes que j'avais visitées, c'était la ferme Olofé. Ah oui, c'est vrai. En 89, ferme Olofé, ferme Eliro, qui était dédiée à 100% en grande culture. Là. C'est sûr que ça s'est beaucoup accentué dans le temps, mais surtout, des fermes laitières, la performance des animaux a monté. Les fermes laitières qui avaient une terre, maintenant, ils en possèdent 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'ils n'ont pas besoin de tout ça pour alimenter leurs animaux. Quand chaque lot avait son troupeau, ça prenait cette lot-là pour soigner le troupeau. Mais maintenant qu'il y a 10 lots, puis des vaches qui font probablement, par rapport à 87, 2 à 3 fois plus de lait pour la même unité animale, ça donne plus de place pour faire des cultures qui vont être
utilisés ailleurs ou servir à transformer des moulées qui vont être faites dans la région. Oui. Ils ont plus de. Ouais, le nombre de terres fait qu'ils ont plus de. Et souvent, ben, la majorité de ma clientèle, c'est des clients laitiers, mais qui ont quand même un 500 à 1000 acres de céréales qui font dans le but de la commercialiser. Là. OK. Ce qui était vraiment pas dans l'air du temps. Là, ici, à 87 à 90, c'était plus. Chacun faisait 25-50 acres, puis ça finissait là. Mais là, c'est vraiment une augmentation des superficies couvertes. Puis là, tu l'as effleuré tantôt, là, tu parlais que tu avais touché un peu là, à transiger des grains. Oui. Fait que ça doit être, le marché a dû changer aussi. Oh, oui, le marché a changé beaucoup. Puis là, dans les dernières années, il est vraiment volatile. Fait que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est vraiment dédié à ça, parce qu'il y a des fluctuations terriblement importantes. Et le canola, il y a 3 ans, ça se transigeait à 500 pièces la tonne. L'année passée, avec ce qu'on a connu en Ukraine, a monté jusqu'aux 1000 pièces la tonne. À l'Ukraine et la sécheresse dans l'Ouest. Oui. Mais cette année, la sécheresse dans l'Ouest, c'était une bonne saison, ce qui fait qu'il y a certains marchés qui se corrigent. Il faut que tu fasses attention d'avoir pas des positions. Quand tu achètes du grain, il faut que tu t'assures de le vendre, d'être protégé, parce que sinon, tu peux perdre. Si tu achètes du grain à 1000 pièces la tonne, puis tu ne l'as pas vendu, puis que tu arrives pour le vendre, il est à 800, puis tu en as 1000 tonnes, la tasse risque d'être dure à avaler. Là. Fait que dans ton travail de conseiller technique, c'est ça? Oui. Est-ce que tu parles là de l'accompagnement par rapport au marché et au prix des grains? C'est-tu quelque chose que tu touches un peu aussi? Bien, encore aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le planning-budget. Puis souvent, avant de rencontrer le client, je le prépare, puis je monte, par rapport aux fertilisants qu'ils utilisent ou le prix actuel du marché, quelle culture est préférable de faire par rapport à l'autre. Fait que l'aspect économique est toujours là. Il doit quand même y avoir, tu as dû voir l'ouverture des producteurs avec le temps. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus ouvert sur le monde. Oui. Fait que tu as dû voir un peu. Oui, le monde les producteurs sont conscients que la dynamique est mondiale. Fait que ce qui se passe de l'autre côté de l'océan a un impact. C'est pas Nutrinor qui décide quel prix. Non. Malheureusement, c'est toujours l'utilisateur payeur à l'autre bout qui avale la tasse de plus. Là. Mais écoutez, il faut l'accepter. Comme la situation de l'année passée, c'était pas évident. Les fertilisants ont doublé de prix, mais si les récoltes ont doublé aussi. Fait que si tu avais un bon niveau de récolte, tu pouvais augmenter ta rentabilité, sauf que tu es plus à risque. Si ça ne fonctionne pas, le trou il se creuse plus vite. Là. Oui, ça c'est clair. On a parlé un peu tantôt, tu parlais de Claude Villeneuve. Oui. Puis pour ceux qui écoutent et qui seraient peut-être intéressés, là, je sais que l'entrevue a été captée par la télé du Lac, justement, fait que ça va être diffusé. Ça va être fait possible de la réécouter. Là. Je pense que ça va être assez intéressant. Point de vue changement climatique, c'est quelque chose que tu as dû voir aussi, puis que tu as dû avoir, puis encore, il faut que tu t'adaptes aussi sûrement. Hein, ça doit amener des grands changements. Hein. Oui. On le voit, il y a 2 ans, quand le printemps était très hâtif, mi-avril, je savais que pas. En tout cas, je me doutais bien que pour les Bleuets, ça n'annonçait rien de bien bon parce que en faisant sa floraison plus de bonheur, puis veut pas, tant qu'on n'est pas franchi la fin mai, des gels à -2, -3, -4 degrés Celsius, on peut en avoir, puis même début juin. Fait que, on était des bleuetières en pleine floraison du 15 au 25 de mai, là, ça annonce pas bien. Mais cette année, ça a été complètement la situation inverse. Là. Puis je dirais, là, présentement, on vit une période un peu plus fraîche, là, mais un mois de janvier, comme on a eu cette année, j'avais jamais vu ça. Là. Puis je me souviens plus autour de 92, 93, d'arriver avec une 30 à 40 jours en ligne à -30 degrés Celsius. Je me souviens d'avoir connu ça là, à quelques reprises. Fait que c'est clairement qu'au niveau climatique, on a bien beau croire que
que c'est pas le cas, mais il y a des choses qui se passent qu'il faut essayer de s'adapter. Là. Mais, puis tu sais, on l'entend souvent. Est-ce que c'est vrai que ça pourrait favoriser des régions comme la nôtre, que ça va étirer un peu, ça va nous permettre de cultiver? Peut-être, mais écoute, à quel risque? Oui, c'est ça. Là, le monde du bleuet hier, ça. Si tu as des variations plus extrêmes au printemps, le bleuet, plus l'hiver finissait tard, il commençait sa floraison. Puis quand il est en pleine fleur, normalement, les gels devaient l'impacter moins. Mais si on se ramasse avec une saison plus longue, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gels au 15, 20, 25 de mai, puis que là, on se ramasse avec des gels plus réguliers. Puis des extrêmes de météo, des sécheresses qui durent trop longtemps, ou c'est rien de bon non plus pour les cultures. Fait que c'est sûr, où ce que ça élargit, c'est peut-être des cultures qui demandent des unités thermiques plus élevées. Le maïs, le soya. Le maïs, soya. Mais présentement, en tout cas, avec le canola, depuis 4-5 ans, ça, c'est une culture que moi, je trouvais qu'elle s'adaptait mieux, mettons, aux variations de température, de manque d'eau ou d'eau supplémentaire que les céréales. OK. Dans les 5 dernières années, il me semble, d'une année à l'autre, le rendement peut couper en deux. Et dans le canola, il y a peut-être les insectes à faire plus attention, mais le canola, il a tendance à maintenir plus facilement son rendement au cours des années, peu importe les conditions climatiques, mais c'est une plante de climat frais. Fait que si on gagne avec le maïs puis le soya, on risque de perdre un peu avec le canola. Mais, comme M. Villeneuve disait hier, c'est une question d'adaptation. Il y a des changements. Il faut travailler pour s'adapter à cette situation-là. Parce que tu l'as dit, on parle d'insectes, réchauffement climatique, il y a augmentation d'insectes. C'est des insectes qu'on n'a pas vus. Puis on a entendu parler hier aussi comme la mouche du bleuet, mais ça doit être la même chose d'un céréales. Est-ce que vous commencez à voir arriver des insectes que tu ne voyais pas? Entre autres, peut-être des pucerons dans l'avoine qui vont créer de la jaunisse naissante. Puis dans le canola, c'est quand même pas mal. Mais puis le contrôle des insectes est quand même plus difficile quand c'est au moment de la floraison. Souvent, ils vont se cacher à l'intérieur de la fleur, puis on a de la misère à les traiter. Puis c'est sûr que dans le canola, ce qu'il faut faire attention, c'est au printemps, quand le canola ne pousse pas suffisamment vite, il y a de l'altige qu'on appelle, qui vont le piquer, puis s'il ne pousse pas, si sa croissance n'est pas assez rapide, ils vont le piquer plus que ce qui pousse. Fait qu'il y a il peut y avoir des pertes de ce côté-là. Là. Des infestations de légionnaires, mais ça, je me souviens, avant d'avoir arrivé à M. Roland Bouchard, dans le temps, qui était président de la coop, il y avait eu des infestations de légionnaires au tournant de 82-83. Puis c'est arrivé sporadiquement aux 10-12 ans là, qu'on a eu. Ça, je peux pas dire que c'est vraiment lié avec le climat, là, mais c'est sûr que c'est des nouveaux facteurs, fait qu'il risque d'avoir des nouveaux insectes qui apparaissent. Puis... Fait que ça va demander, ça demande aussi sûrement beaucoup de contrôle, beaucoup d'observation, vérification. Fait que Gilles Asselin, là, quand bientôt, là, à partir d'avril, mai, là, les journées vont commencer à être longues pas mal, toi. Oui, mais il commence déjà à être pas pire. Ah ouais? Il commence déjà à être pas pire long, mais on dirait que quand c'est dehors, le temps passe plus vite d'un bureau devant un ordinateur tout le temps. Là. On dirait que les neurones, ils fatiguent un peu plus vite. L'été, quand on est dehors, c'est mieux, mais c'est sûr qu'il y a des outils... on n'est peut-être pas encore rendu là, mais je suis certain dans 4-5 ans, des drones, puis des détections, puis des imageries par satellite, puis c'est quelque chose qu'on est à la porte. C'est sûr que dans ma carrière, probablement que je ne le vivrai pas jusqu'à quel point que ça peut aller, là, mais c'est toutes des choses qui vont permettre aux agriculteurs d'avoir un meilleur suivi de leur culture. Là. OK, fait que là, t'es en mode préparation, on prépare les... Oui, veut pas... c'est comme on disait tantôt, au niveau des marchés, les semences ne peuvent pas arriver à la dernière minute. Il faut que ça soit criblé, il faut que les producteurs prennent des décisions. Fait que
À ce moment-ci, c'est les préparations des programmes de fertilisation, les préparations des programmes de culture pour s'assurer que dès la mi-avril, que la majorité des producteurs aient déjà leurs produits pour être prêts lorsque la saison va débuter. Le 2 ans, à mi-avril, on était dans le gros du printemps. Ouais. L'année passée, ça a été plus au 15 de juin. Oui. Puis après ça... Mais c'était une bagarre différente à l'automne pour venir à bout de tout récolter ce qui avait été mis au champ. Là. Mais ça a été surprenant quand même comment que les résultats étaient bons pour ce qui s'est fait du 1er juin au 25 de juin. Des fois, quand on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas vraiment. Les cultures vont répondre de différentes façons. Mais ça a été surprenant quand même. Les résultats de ce qui était semé du 1er au 20 juin étaient meilleurs que ce qui était vraiment semé de bonne heure. Parce qu'il était semé de bonne heure a souffert un peu de sécheresse. Puis l'excès d'eau après. Oui. Un double stress que la plupart des cultures ont eu de la misère à s'en remettre correctement. Fait que là, on est dans un plan de fertilisation, dans une prévision de semences, qu'est-ce qui va se planter, Oui. qu'est-ce qui va se semer. Après ça, dès que c'est possible, là, c'est les semences en tant que telles. C'est ça. Puis là, le travail continue quand même tout le temps de ton côté aussi. Oui. Comme tu dis, là, les journées peuvent se rallonger un peu l'été. Mais ce que j'ai toujours apprécié de la région, là, c'est l'accueil qu'on pouvait avoir. Puis quand même, on a souvent j'ai souvent des bons commentaires des agriculteurs qui nous motivent toujours à faire mieux, là, puis c'est ça. Comme je disais tantôt, j'étais un bleuet d'adoption, mais j'ai eu plein de deuxième famille. Jules Asselin fait partie du quotidien de bien des agriculteurs dans le secteur. Là. Que je pense à M. Barry, Gérard Barry, ou Nicole Boutin, ou Germain Bussière, Nicole. C'est devenu des amis. La famille Doré à Saint-Edmond. Ça m'a permis d'avoir un bon point d'ancrage. Puis c'est tout du monde qui ont... Quand mes parents, ils sont décédés maintenant... J'étais le dernier de la famille, mais ils sont venus plusieurs fois, puis il y avait toujours un très bon accueil, puis ça m'a permis de faire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ma région aussi. Oui, bien depuis 87, c'est plus que... le bleuet est adopté, hein? Mais t'as quand même permis, tu sais, si on regarde à l'époque, tu dis oui, c'est sûr qu'il y a un accueil, ça c'est certain, mais tu as quand même permis un certain avancement de bien des entreprises agricoles, on va se le dire. Oui, je le souhaite, là, mais c'est sûr qu'on on se souvient toujours plus de notre dernier coup. C'est un éternel recommencement. Il ne faut jamais s'asseoir sur nos lauriers. Non, ça c'est sûr. En tout cas, c'est toujours mon dernier coup qui compte le plus. Puis, bon, des fois, il pourrait être meilleur, des fois, mais il faut faire attention des fois à ce que je pense de moi-même. Il faut être tolérant un peu, mais c'est ça. C'est vraiment... J'aime que quand je fais quelque chose, ça permet à l'agriculteur d'avancer. Si c'est pas le cas, j'ai tendance à me remettre en doute. Là. Oui, puis ben, tu me corrigeras. Peut-être qu'aujourd'hui, comme tu disais, les gens sont plus au courant, ils se tiennent plus informés. Mais tu sais, v'là 30 ans, 30-35 ans, ils se faisaient de l'agriculture comme leurs parents le faisaient, puis comme les grands-parents le faisaient, puis ils se cassaient pas la tête. Non, clairement que l'information est collectée sur le net, puis dans différents groupes, des groupes Facebook, on va dire l'information, elle circule à vitesse grand V d'une forme à l'autre. Dans le temps, on pouvait arriver avec des surprises que les producteurs connaissent à moins, mais maintenant, là, on va dire c'est plus d'approfondir quelque chose qu'ils ont déjà entendu parler. Oui, hein? que vraiment d'annoncer quelque chose qui, pour eux autres, qui était nouveau. Là. Fait que tu sais, c'est... au tournant des années 90, les services techniques devaient être très importants puis très, très utiles pour le développement des entreprises. C'est ça, mais ça c'est... Écoute, il y a eu les GMA, il y a des services techniques, puis écoute, tantôt, c'est quelque chose qu'on n'a pas... que je n'ai pas mentionné, mais l'agriculture biologique prend de plus en plus d'ampleur aussi, puis il y a des belles entreprises dans le secteur là, qui travaillent très bien à s'améliorer là-dedans, là, mais c'est ça, là, c'est un beau
volet supplémentaire pour l'agriculture du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'agriculture biologique? Oui. Oui, c'est clair. C'est vu avec toutes les productions de bleuets, surtout. On a... C'est ça, c'est sûr. Des fois, quand on se promène avec l'arroseur, on dit c'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessairement bien perçu, je pense, là. Mais c'est ça. Si on le fait de façon professionnelle, puis qu'on le fait pour les bonnes causes, c'est sûr que on voit un peu par l'explosion des prix des aliments au marché où il faut quand même s'assurer de livrer un produit de qualité, puis que quand on parle d'agriculture durable, le volet économique est quand même important. Fait que tout dépendant, si tu es dans le biologique, il peut y avoir certaines interventions qui peuvent être faites. Si tu es dans l'agriculture plus conventionnelle, c'est d'autres interventions qui peuvent être faites. Mais si ces outils-là permettent à l'agriculteur d'atteindre un bon niveau de rentabilité, puis au consommateur d'avoir un meilleur niveau de prix, mais on ne peut pas. Quand quelqu'un achète une pomme au magasin ou une patate, il ne veut pas trouver plein d'insectes dedans non plus. Non, Non, puis les marchés, ça aussi, sont mondiaux. Fait que si on produit des aliments à un prix élevé, on sait ce qui va arriver à l'épicerie. Les gens vont prendre le moins dispendieux. Fait qu'il va arriver peut-être d'un autre pays. Puis les normes là-bas, c'est quoi? Puis les façons de c'est ça, récolter, c'est ça. quoi? C'est pas parce que tu ne vois pas que c'est pas... c'est pas pire. Là, quand tu vois des... Parce que les normes au Québec, c'est vraiment... Les produits sont homologués, puis il y a des suivis, puis des tests au niveau de l'alimentation qui sont faits. Là. Non, c'est sûr que le suivi au Québec est beaucoup plus rigoureux que dans une large partie du monde. Puis tu as glissé un mot tantôt. Tu n'es clairement pas un vendeur. Tu sais, l'objectif de Gilles Asselin, c'est pas de vendre des engrais le plus possible. Tu l'as dit tantôt, c'est de s'organiser pour que le producteur agricole fasse de l'argent. C'est ça. S'il a fait de l'argent, il n'en a pas trop dépensé. C'est ça. Puis il en reste un peu. Fait que c'est pas une notion de vente à tout prix. Non, la meilleure vente que tu peux faire, c'est que le gars a fait un bon coup, puis qu'il va vouloir... Tellement un bon coup, il va vouloir répéter l'année d'ensuite. Si tu fais une vente et qu'il a calé de l'argent, il va m'organiser moi-même. Il n'y a rien de bon là-dedans. Non, ça, c'est clair. Fait que c'est vraiment plus une notion de, comme ton titre l'indique, c'est vraiment de conseiller et non de vendeur. C'est comme ça qu'on a connu, on a toujours connu Gilles Asselin aussi. Il a toujours été connu comme un conseiller et non un vendeur. Si on se projette un peu dans l'avenir, encore une 15-20 ans de carrière. On va y aller pour un 5 ans, là, puis après ça... je verrai à l'année, année après année. Année après année. Là. Mais c'est sûr qu'idéalement, ça serait peut-être de pouvoir ralentir un peu, mais je ne m'attends pas d'arrêter complètement dans 5 ans d'ici. Mais de travailler plus à la moitié, mais je ne vais pas me dire que je n'ai pas encore de projet de retraite de fait. Vu que quand j'ai dit au début que j'aimais le loisir, je veux pas trop ménager non plus aujourd'hui dans le but de n'avoir plus à la retraite. J'essaie d'être équilibré, mais c'est ça. Mais c'est sûr qu'il me reste au moins 5 bonnes années à faire. Si la santé m'est prêtée, là, parce que des fois, on a des surprises là, inattendues, mais si la santé reste là, j'en ai au moins encore pour 5 ans. Je pense que l'agriculture, dans ton cas, c'est une passion pas mal aussi. Oui. Hein? Oui. Écoute, ça fait partie de... C'est ça. C'est comme on le disait tantôt, je suis venu au monde sur une ferme, puis une chose, d'autres dans le coin de Bellechasse. Ça, c'est de quoi j'ai moins vu au chai, là, mais ramasser de la roche, entre autres, au printemps. Là. Sans dire que je m'ennuie de ça, là, mais quand je vois les productions qui se font, en tout cas dans le haut du lac où je travaille majoritairement, c'est rare qu'on va voir une famille en arrière d'autres, on appelait ça un banneau à roche. Là, en arrière d'un banneau, puis ramasser de la roche. Là, c'est quelque chose qui ne se faisait pas ici, mais ça, on va te dire, nous autres, dans le coin de Québec, on pouvait passer au moins... moi, heureusement, c'était juste les fins de semaine, là, mais mon frère pouvait être un 15 jours à ramasser de la roche. Puis la fin de semaine, on se ramassait, puis ça permettait de rencontrer les cousins. On était 7-8 autour du banneau. Puis ça, c'est pour cultiver à peu près 20-25 acres de terre. Là. Fait que c'est sûr que c'est différent, mais puis après ça, faire les foins. L'odeur du foin, c'est encore quelque chose... j'aime encore ça, puis même, ça peut faire sourire. Du fumier, quand
surtout du fumier solide, quand il était tendu, ça me rappelle probablement mes premières fois que j'ai parti en tracteur. Ça peut faire bizarre à dire, mais c'est quelque chose qui me fait aimer l'agriculture, d'avoir ça éveille mes sens. On voit vraiment. Vous voyez pas l'image, là, mais à voir les yeux de Gilles, on voit vraiment la passion par rapport à ça. Puis par le fumier, c'est sûr que le fumier, tu le vois de façon très positive aussi. Ouais. Toi, tu le vois vraiment comme un plus pour la terre. Là. Oui. Ben, écoute, si on veut utiliser moins de fertilisants, il faut maximiser En effet. les fumiers qui sont faits à la ferme. C'est sûr que là, aujourd'hui, bon, il y a toujours la notion de méthane, puis cette chose-là, puis je vous dirais que c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à comprendre, mais je pense que l'industrie laitière, entre autres, veut prendre des moyens pour amenuiser l'impact de ça, mais c'est jamais simple. Quand tu changes une méthode, des grandes cultures, il reste que les animaux vont consommer de l'herbe, ils vont faire du méthane, mais ça fait que on parle de champs couverts. Ben, c'est pour les vaches à bœuf les champs peuvent être couverts 7, 8, 10 ans de temps, puis même de plus en plus, on vise à les renouveler sur place. Tu ne revires pas à terre, fait que tu n'envoies pas de CO2 dans l'atmosphère. Mais par contre, mais pour faire ça, ça prend des vaches qui le mangent. Mais si tu enlèves ça, tu as des cultures. Là, tu fais des cultures, ça prend plus de fertilisants externes qui vont arriver. Puis là, tu vas revirer à terre, ça va envoyer plus de CO2 dans l'air. Puis ben, ça te prend... La vache n'a pas d'empreinte au niveau du pétrole ou ces choses-là. Mais quand tu passes avec des tracteurs, la machinerie... Fait que il y a jamais une situation qui est complètement idéale. C'est pour ça qu'une terre avec des animaux de façon régulière, c'est déjà durable. Il s'agit de chercher à améliorer nos techniques là-dedans. Puis comme tu disais, c'est la recherche de l'équilibre. C'est toujours ça, c'est d'avoir le meilleur équilibre. Je reviens sur la vision d'avenir. Là, on a une idée un peu celle directement de Gilles, mais l'agriculture, d'après toi, ça va ressembler à quoi, l'agriculture dans la région dans 10, 15, 20 ans? Ben, écoute... Pas évident, hein? Ben, probablement que ça va se concentrer encore plus. Les entreprises vont grossir encore plus. Puis c'est sûr qu'on va voir apparaître beaucoup plus d'agriculture de précision, épandage de chaux à taux variable, de vraiment d'utiliser les données qui sont récoltées au champ. Là. Maintenant, un producteur qui a une vingtaine de lots, il va avoir une vingtaine d'analyses de sol, de prix. Mais dans le futur, ben souvent, c'est un échantillon, une analyse de sol à l'hectare, disons, par période de 5 ans, pour voir vraiment des corrections localisées à faire. Là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'épandage de choix à taux variable, probablement contre. Puis au niveau des herbicides aussi, il va y avoir des grosses technologies qui vont s'en venir là-dedans. Là. On n'est pas si loin que ça de voir des machines qui vont être capables d'identifier où est-ce qu'il y a vraiment des ennemis à contrôler. Puis qu'eux autres soient... de diminuer vraiment l'utilisation des pesticides arrosés, vraiment où est-ce qu'il y a des ennemis des cultures à faire, plutôt que de le faire systématiquement à grandeur d'un champ, parce que la technique n'est pas là, mais ça s'en vient, en tout cas, je pense, dans l'horizon de 5 à 10 ans. Il devrait y avoir des gros développements de ce côté-là. Au niveau de l'électricité, jusqu'à quel point que ça va, des carburants, c'est un bon défi. Dans le domaine automobile, ça l'est, mais quand tu as des tracteurs de 200-300 forces, ça, j'ai de la misère à voir un peu au niveau électrique, qu'est-ce qui peut se passer là-dedans, mais on commence à voir des robots, peut-être des plus petites machines, mais qui passent plus continuellement dans les champs. Non? OK. Puis, entre autres, ben, dans l'épandage tantôt on parlait de fumier, dans l'épandage de lisier, la compaction, vu que les machines sont toujours en grossissant, en tout cas, ça commence à se développer à l'extérieur de la région. C'est des pompes, un peu comme des pompes qui vont amener le fumier après ça, qui va être appliqué directement au champ, plutôt qu'une grosse tank de 13 tonnes ou 20 tonnes qui circule dans le champ. Bien là, ça serait un tracteur qui se promènerait avec le tuyau
pour directement collecté à la fosse. Directement collecté à la fosse pour faire que tu diminues la compaction. La compaction des sols, parce que la compaction, souvent, c'est un facteur de perte de rendement important. Là. Et qui aurait cru, dans l'industrie laitière, combien de robots de traite on est rendu dans le coin, là, puis là, 20 ans, on pensait C'était le futur. Là, on pensait jamais voir ça, là. Mais puis maintenant, c'est presque devenu la norme. Puis, de plus en plus. Les vaches en liberté, c'est une chose qui... Il y a une forte pression pour améliorer le confort des animaux. Fait que c'est ça, mais... On n'a pas fini de voir l'agriculture changer, ça c'est clair. Hein, non, ça fait juste commencer. Je pense que oui, il se fait ouais. beaucoup de recherches, puis à ce qu'on entend, même beaucoup de facettes qu'on n'imagine même pas, mais à t'entendre parler, ça va bouger énormément. Oh, oui. Je me permets une question. L'avenir des coopératives agricoles, les coopératives agricoles ont toujours fait partie du paysage agricole, même qui ont stimulé et qui ont grandement aidé l'agriculture. L'avenir est encore... Oui. Ben écoute, il y a eu une grande centralisation des coopératives. Là, quand j'ai commencé à travailler, peux-tu avoir les chiffres exacts, mais il y avait facilement 120 coopératives au Québec? Dans la province de Québec, là, qui est alliée avec la Coop fédérée de Québec. Puis aujourd'hui, il ne doit pas en avoir plus qu'une dizaine. Puis je dirais, dans la région, on a la chance, j'ai la chance d'en faire partie, mais Nutrinor est quand même une des coopératives qui lie l'agroalimentaire avec la clientèle agricole, ce qui a, puis avec des gestionnaires quand même visionnaires, qui ont implanté l'agriculture durable, entre autres. Puis ça, on entend parler maintenant de plus en plus. Comme je disais tantôt, on est loin d'être parfait. On a plein de choses à apprendre là-dedans. Sauf que ça donne quand même un levier important qui permet aux agriculteurs de pouvoir s'améliorer. Puis avec des équipes qui sont déjà au travers d'eux autres. Des services conseils, il s'agit peut-être d'améliorer tout le temps cette partie-là de services conseils, de s'unir comme ça, puis surtout dans la région, d'avoir cette entreprise-là qui lie les deux, l'agroalimentaire avec le service à la clientèle. C'est une position qui est très enviable. C'est sûr qu'on a toujours à se renouveler là-dedans. Puis les membres ont encore leur mot à dire. Il y a eu une assemblée générale la semaine passée. Nutrinor, même, c'est des années qui ne sont pas faciles, les dernières années, mais il a su maintenir son niveau de rentabilité, puis d'investissement, puis de voir dans l'avenir. Fait que, il reste que c'est toujours mieux d'avoir un certain contrôle sur l'entreprise qui peut t'offrir tes services que d'être complètement aux mains des privés. Mais la compétition est aussi bonne parce que ça nous permet de nous améliorer. S'il n'y a pas de compétition, ben, ce que j'ai toujours dit, c'est s'il n'y a pas de compétition, on n'aurait pas de job. mais ça n'en prend, mais d'avoir une belle coopérative, puis là, Nutrinor est encore de dimension régionale. Oui. Bon, elle a des investissements un peu à l'extérieur de la région, dans le domaine agroalimentaire, mais on est vraiment autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que ça, je pense que ça... Il y a encore un bon sentiment d'appartenance qui peut exister là-dedans. Là, puis c'est ça. Tantôt, au début, je parlais des ressources humaines. Ben, tu as plus de ressources, ben, ça peut t'amener une plus grande capacité. Ça peut t'amener d'avoir plus de spécialisation. Qu'exemple, dans le temps, à Coop de Rive, on n'aurait pas pu se payer. Là. Présentement, je sais qu'on a un expert au niveau de la géomatique ou de l'agriculture de précision. Une petite entreprise à 20 millions ne peut pas se permettre ça, mais Nutrinor, on a les moyens pour le faire. Là. Fait que c'est... L'avenir est prometteur. Oui, l'avenir est prometteur, mais chaque jour est une nouvelle journée. Il n'y a jamais rien de gagné d'avance. Il faut toujours se battre pour essayer de s'améliorer puis de répondre aux besoins du client qui peuvent être... ça m'impressionne des fois de refaire des programmes de culture chez des clients puis que il y a des gros changements par rapport à l'année d'avant. C'est rarement un copier-coller. Là. Fait que il faut toujours se poser des questions puis se remettre en contexte avec la situation actuelle. Bon, de quelle façon
qu'on agit par rapport à ça. Là. Fait qu'il n'y a rien d'acquis. Fait que c'est Non. un peu aussi ce qui doit nourrir ta passion. Oui. C'est malgré qu'on peut penser que c'est quelque chose de répétitif ou routinier, ça ne l'est pas vraiment. Non. Les grosses bases le sont, c'est les mêmes étapes saisonnières, mais il y a de la planification, puis il y a de la recherche. Puis des choses qu'on faisait dans le passé, que là, c'est moins à jour de le faire, mais il faut toujours être à l'affût là, c'est de voir les résultats qui doivent être encourageants. C'est ça qui doit être... au moins, à tous les ans, au moins, tu vois les résultats du début du printemps. Mais on est toujours dehors, la météo. Oui. on est à un coup de vent proche que tout revire de bord, mais il faut avoir foi en l'avenir. Puis ça finit normalement par... Dans n'importe quoi, on ne frappe pas 100%. Là, mais non. Si 70 à 80 t'es correct, ben... Tu viens à bout de te sortir d'affaires quand même correctement. Un gros merci, Gilles. Ça a vraiment été intéressant. Puis, je le répète, là, moi, j'ai eu la chance de le voir, les yeux d'un passionné. Puis, quand on parle, tout le monde qui connaît Gilles Asselin, on sait qu'il y a de la chasse, l'agriculture, puis le golf, c'est des passions. Puis, puis les Canadiens. Mais cette année, on est dans l'acceptation avant d'en revenir au sommet. Je pense que c'est le plus beau mot de la fin qu'on pouvait avoir. Fait que je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. C'est un grand plaisir. Merci, François. C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.